Madame, monsieur, bonsoir. Place au direct après ce nouvel attentat qui a frappé la France. 8 mois après Paris, l'horreur se répète à Nice le jour de la fête nationale. 84 morts, 48 personnes ce soir entre la vie et la mort. La ville de Nice est véritablement en état de choc aujourd'hui. Amélie Deloy, Jean-Michel Mire. Ils sont venus spontanément, comme une évidence, se recueillir aux abords du périmètre de sécurité sur la promenade des Anglais. Les touristes ont laissé place aux médias du monde entier depuis que la carte postale niçoise s'est brutalement transformée en enfer. C'est inimaginable. On ne le pense pas. On ne pense pas que ça, de perdre des enfants comme ça, je ne peux pas réaliser. Je ne réalise pas, tout simplement. Ça aurait pu être ma famille et moi-même. Donc voilà, je ressentais le besoin de venir là. Malgré les bâches qui cachent au regard les lieux où les 84 victimes ont été fauchées, personne ici ne peut oublier le traumatisme de la nuit dernière. Moi, je pense surtout à tous ces gens, ces enfants. Parce que dans les voix, les hurlements qu'on entendait, il y avait des voix d'enfants. Hein. L'horreur absolue. Je comprends même pas qu'on laisse faire des choses comme ça. Quoi. Je pensais pas que ça pouvait arriver ici. Donc c'est terrible, ça peut arriver n'importe où. Maintenant, dès que je vois un camion blanc, je me méfie un petit peu. Depuis ce matin, les plages qui bordent la promenade des Anglais sont fermées au public. Des vedettes patrouillent pour éviter que certains n'accèdent à la zone par la mer. Nice en deuil, mais Nice qui refuse de céder à la peur, à l'image de Lana et Lilou, venus déposer une bougie en mémoire des victimes. C'est pour montrer notre soutien au monde et pour leur montrer qu'on est là, qu'on ne va pas arrêter de vivre à cause de ce qui s'est passé. Et mettez ce que vous avez sur le cœur. Quelques mots couchés sur du papier, une communion des habitants pour tenter de mieux supporter la douleur. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de familles, de vacanciers venus assister au feu d'artifice du 14 juillet. On redoute que le bilan ne s'alourdisse dans les heures qui viennent. Je vous le redonne, ce dernier bilan provisoire. 84 personnes ont perdu la vie, dont 10 enfants et adolescents. 48 personnes sont ce soir entre la vie et la mort. La France replonge dans l'horreur. Manon Bogo et nos équipes. À Nice, le réveil est extrêmement difficile. Des riverains et des touristes traînent, hagards, et cette promenade des Anglais est tristement vide. Sur les lieux du drame, il reste encore ce midi les dépouilles de certaines victimes. Les habitants sont abasourdis. C'est un cauchemar en fait, on a du mal à réaliser comme si je sais pas, c'est quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas poser de mots dessus. Hier soir, la panique s'empare du centre touristique de Nice. Il est 23h, des familles, des enfants fuient cette promenade des Anglais. Le feu d'artifice vient de se terminer et ce camion blanc fonce alors sur la foule. Il nous est passé à côté comme ça, il nous a frôlé. On a été renversé sur des gens, on est tombé sur des gens qui étaient peut-être morts. On a essayé de les aider et après on a entendu les coups de fusil, donc on a été obligé de partir. Le camion remonte la promenade des Anglais à vive allure sur 2 km. Il zigzaguait, donc il a voulu percuter. Il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. Pour l'arrêter dans sa course folle, les policiers tirent à plusieurs reprises sur le camion. Le conducteur réplique avant d'être abattu. Il laisse derrière lui ces terrifiantes images. Une promenade jonchée de cadavres, recouvert par les nappes des restaurants de plage. Tout autour de ce chaos meurtrier, des proches, des passants, hébétés. Il y avait plein de foules, tout le monde est venu regarder le feu d'artifice. Ils ont tué tout le monde, il y a des corps partout. C'est triste de voir ça, mais c'est triste. Qu'est-ce qu'on a fait, dis-moi? Est-ce qu'on le mérite pas tout ça? Le bilan est lourd, au moins 84 morts, dont 10 enfants et adolescents. Et parmi les nombreux témoignages, voici celui d'une restauratrice niçoise traumatisée par ce qu'elle a vécu. Elle raconte au micro de Carole Coelho et Jean-Michel Mire. Les gens escaladaient nos barrières, les tables, tout le monde renversait les tables pour pouvoir avancer et se réfugier. C'était vraiment impressionnant.
Il y avait des gens qui nous donnaient leur bébé, qui nous disaient emmenez-le au fond. Voilà, on a eu vraiment, nos employés ont été vraiment assez forts parce que c'était assez difficile. On a des gens qui trébuchaient dans la salle, qui se faisaient écraser par d'autres gens tellement c'était la panique. Ils sont montés là-haut dans la cuisine. Les gens sont rentrés là-bas et se sont mis au maximum dans le fond ici, jusque dans les escaliers. Voilà, c'était très dur pour tout le monde et très difficile à savoir comment gérer sans savoir ce qui se passe. Il n'a pas été difficile de connaître l'identité du tueur qui avait ses papiers sur lui. Mohamed Boulel, 31 ans, de nationalité tunisienne, vivant à Nice, apparaît pour l'instant comme un solitaire, un délinquant en pleine dérive, inconnu des services de renseignement. L'enquête ne fait que commencer. Diane Schlinger, Laurence Nahon, Colette Zagaroli. Il y a quelques instants, le camion criblé de balles a été évacué de la promenade des Anglais. Toute la journée, la police scientifique avait recherché le moindre indice. C'est ici, après 2 kilomètres, que la course meurtrière s'est arrêtée. Ici que l'auteur du carnage a été abattu. Mohamed Lawesh Boulel, un Tunisien de 31 ans, domicilié à Nice. Il était seul au volant de ce camion. Mohamed Lawesh Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violences, vol et dégradation commis entre 2010 et 2016. Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement, et ce, tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. La police a perquisitionné un appartement à Nice ce matin. Sortez s'il vous plaît, la perquisition n'est pas terminée. Il s'agirait du domicile du suspect. Les voisins de ce père de famille le décrivent comme un homme déséquilibré. Regardez bizarrement, il ne s'ouvre même pas la porte, c'est-à-dire quand on arrive de derrière, il nous claque la porte. Franchement, pas normal. C'est pas du tout religieux. C'est un fou, c'était un instable, on le voyait dans le quartier. On voyait tous les proches vous diront qu'il était instable. Dans un autre immeuble, son ex-femme a été interpellée dans un climat très tendu. Elle l'avait quitté il y a peu de temps. Une de ses amies témoigne anonymement de violences conjugales. Parce que c'est quelqu'un qui buvait, qui prenait des drogues. C'est un jeune homme qu'on décrit comme méchant. C'est même pas une personne humaine pour faire des choses comme ça. Sa femme, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des misères, je suis désolée, il a frappé. Mohamed Lawesh Boulel était chauffeur-livreur. Il avait loué ce camion lundi dernier à une dizaine de kilomètres de Nice, à Saint-Laurent-du-Var. Dans cette agence, la responsable est abasourdie. Et là, on est tous super choqués. On a tous fait le tour de toutes nos équipes pour savoir si personne n'était blessé, si personne de nos clients n'était blessé. Et quand il y a 84 morts avec un de vos véhicules, vous êtes super pas bien. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs ont retrouvé un pistolet en état de marche, mais aussi une grenade inopérante et des fusils d'assaut factices. L'enquête devra déterminer s'il a agi seul. Sophie Neumeyer, bonsoir. Vous êtes du service police-justice de France 3. Tout à l'heure, en fin d'après-midi, le procureur de Paris a parlé clairement d'un attentat terroriste, mais à cette heure, il n'est toujours pas revendiqué. En effet, toujours pas de revendication, mais le procureur du parquet antiterroriste a insisté sur le fait que cette attaque correspond très exactement au type d'action auquel appellent les organisations islamiques dans les vidéos et communiqués qu'elles diffusent. Et c'est bien ce à quoi va devoir s'attacher l'enquête, déterminer les éventuels liens avec une organisation islamique. Les enquêteurs ont d'ailleurs amassé, notamment lors des 2 perquisitions, énormément de matériel téléphonique, informatique, des documents qu'il va leur falloir exploiter. L'ex-femme du conducteur du camion, en ce moment toujours en garde à vue, devrait éclairer les policiers sur son profil et sa personnalité. Les investigations vont également porter sur les conditions dans lesquelles il s'est procuré son arme et le camion. Alors a-t-il bénéficié de complicité sur ces points? Rien pour l'heure ne le démontre, puisque Mohamed Lawesh Boulel semble avoir rejoint seul son camion à vélo juste avant l'attaque. Oui, avait-il des complices? Ça, c'est l'une des grandes questions. On n'a pas encore ce soir la réponse. En tout cas, une certitude, cet homme n'était pas radicalisé. Oui, effectivement, il n'était pas connu. Vous l'avez entendu dans la bouche du procureur des services spécialisés. Il n'avait aucune trace le concernant de la moindre radicalisation. Il n'était pas connu non plus pour des velléités de départ en Syrie. On le décrit plutôt comme un homme violent, puisqu'il a été condamné pour une altercation en marge d'un accident
l'accident de la route. C'est bien donc au mode opératoire que le procureur se rattache pour parler d'une attaque terroriste. Mais bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, les investigations ne font que commencer. Merci beaucoup, Sophie. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président de la République à compter de demain, samedi. Par ailleurs, l'état d'urgence qui devait s'achever le 26 juillet a été prolongé de 3 mois. Après Paris, Bruxelles et Nice, la menace terroriste reste réelle. Le chef de l'État l'a répété cet après-midi. Écoutez François Hollande. Nous sommes devant un combat qui va être long, parce que nous avons un ennemi qui va continuer à frapper tous les peuples, tous les pays qui ont les libertés comme valeur essentielle. Mais nous n'en avons pas terminé et donc nous continuerons à mettre notre vigilance et notre protection au service des Français. Dans les minutes qui viennent, une messe va être célébrée en la cathédrale Sainte-Réparate, située dans la vieille ville de Nice. Bonsoir Noémie Dahan. Beaucoup de Niçois, de touristes, de vacanciers vont assister à cette messe. Beaucoup de Niçois présents ici lors de cette messe, un temps de prière d'1 heure célébré par l'évêque de Nice, Monseigneur Marceau, et l'archevêque de Monaco. Un temps de prière où 800 personnes sont venues, des fidèles mais aussi des anonymes, pour rendre hommage à ces personnes tuées hier soir. On a également vu des personnalités politiques présentes. Pour les Républicains, Nicolas Sarkozy, accompagné de Christian Estrosi, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tous deux n'ont pas souhaité s'exprimer. Des personnalités de gauche également. Et puis Marion Maréchal-Le Pen pour le Front National. Ce temps de prière va être célébré ici pendant 1 heure par l'archevêque de Nice. Je vous le disais, 800 personnes sont déjà venues se rassembler pour rendre hommage aux victimes. Ces 84 victimes tuées hier soir par la folie meurtrière d'un homme. Merci Naomi. Si vous êtes à la recherche d'un proche, je vous rappelle ces 2 numéros de téléphone activés dès la nuit dernière, celui du Quai d'Orsay, le 01 43 17 56 46, et puis à Nice, ce numéro d'urgence à destination des familles, le 04 93 72 22 22. Ce soir, beaucoup n'ont toujours pas de nouvelles de leurs proches. Je rappelle que le travail d'identification des victimes se poursuit à l'hôpital Pasteur de Nice, où les corps reposent. Stéphanie Desjard, Marie-Pierre Courtellemont. Ils sont hagards, harassés par l'angoisse. Parfois des heures d'attente, muettes et insoutenables, pour certains proches de victimes. Dès ce matin, les blessés légers ont commencé à sortir de cet hôpital. Une simple entorse pour ce jeune homme qui repart marqué par sa nuit d'horreur en ville et aux urgences. Il y avait des gens qui pleuraient, des gens en sang, il y a des gens qui pleuraient, des gens en sang de partout. Ça fait de la peine. Parfois, des personnels soignants s'accordent une pause. Plus de 200 blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux niçois. Il y a eu les blessures par balle, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont été hospitalisées en gastro, en orthopédie aussi, etc. Il y a eu quand même des membres arrachés. Hier, beaucoup de touristes assistaient au feu d'artifice. Cette jeune Américaine et son grand-père hospitalisés ont échappé de justesse à la mort. C'est sa jambe. Mon grand-père a perdu sa jambe. Parfois une bonne nouvelle, cette femme apprend que son frère est sain et sauf. En fait, ça a touché les 2 pieds, donc il est gonflé et voilà. Donc là, ça va aller mieux maintenant. Pas de fracture, rien. Mais il est passé sous le camion quand même. Plusieurs cellules psychologiques ont été ouvertes à Nice, à disposition des témoins du massacre. Je suis choqué, parce que tous les cadavres là qui sont là, je les ai tous dit un mot, et j'ai tous couvert de draps blanches. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir jusqu'à maintenant. À cette heure, 52 victimes sont toujours en état d'urgence absolue. Nous nous quittons sur ces images. L'attentat de Nice a provoqué une très forte émotion de par le monde. Nous sommes solidaires de la France. Notre plus vieil allié, a déclaré Barack Obama, qui s'est entretenu tout à l'heure au téléphone avec François Hollande. Nous vaincrons malgré les difficultés, a réagi la chancelière allemande Angela Merkel. L'ONU condamne une attaque barbare
et lâche. On se retrouve dans le 19-1 pour une page spéciale avec de nouveaux témoignages. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Bonsoir, l'édition spéciale se poursuit dans votre édition des régions. Et on commence par le dernier bilan de l'attentat perpétré hier soir à Nice. Il est extrêmement lourd, on dénombre 84 morts, dont 10 enfants et adolescents. Il y a aussi plus de 200 blessés, dont 52 en état d'urgence absolue. Tous sont pris en charge dans des hôpitaux de la ville où ce matin, de nombreuses familles se sont rendues pour tenter de retrouver leurs proches. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Ce matin, malgré des dizaines d'appels téléphoniques, ils sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Vous êtes en train de rechercher quelqu'un, c'est ça, monsieur? Oui. Vous recherchez qui? Ma fille. Vous êtes sans nouvelles, monsieur? Pas de nouvelles. Les nouvelles de mon gendre et des deux petits. Et la fille, on ne sait pas. Elle était au feu d'artifice, c'est sûr? Oui, mon gendre me parle, ils ont vu arriver le camion. Excusez-moi. Des familles plongées dans l'angoisse qui espèrent trouver une réponse dans les hôpitaux, comme cet Italien qui arrive de Venise ce matin, toujours sans nouvelles de sa femme et de sa fille. Je crois qu'ils sont blessés ici, je ne suis pas sûr. Votre femme et votre fille étaient hier au feu d'artifice? Oui, à côté de la promenade des Anglais, en train d'arriver à la maison. En 30 secondes, j'arrive à la maison. Et je ne sais rien de tout. Face au théâtre du drame, une cellule psychologique continue à prendre en charge les victimes et les proches dans l'attente. Les sujets ont besoin effectivement de retrouver les gens pour pouvoir élaborer un processus de deuil et de réparation psychique. Il y en a qui vont être complètement sidérés, prostrés, et d'autres qui vont être au contraire extrêmement actifs, qui vont remuer ciel et terre pour savoir, pour comprendre, voilà. De nombreux appels à témoins ont été lancés sur les réseaux sociaux dans l'espoir de retrouver un proche. Le centre hospitalier de Nice a créé un numéro pour aider les familles dans leur recherche, le 04 93 72 22 22. Par solidarité, de nombreuses personnes se sont spontanément présentées dans les centres de collecte de sang. Pour l'instant, les besoins sont comblés pour soigner les blessés, mais l'établissement français du sang demande aux donneurs de rester mobilisés dans les semaines à venir. Même à l'établissement français du sang, les lendemains d'attentats commencent à revêtir le triste costume de l'habitude. Depuis 8h30, on a eu beaucoup d'appels par rapport aux attentats. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu au cours des précédents attentats? Oui, en novembre dernier, exactement. Donc ça s'est passé le vendredi 13 novembre. Donc le samedi 14 au matin, on a eu énormément d'appels et un afflux de donneurs par rapport à ce qui s'était passé. John n'a pas pris le temps d'appeler. Il est venu directement. C'est un événement, c'est un fête avec une nouvelle donnée en province, fête nationale, la famille, le sud, les vacances. Donc oui, c'est une vraie réaction à laquelle je veux réagir et montrer qu'on reste solidaire. Même réflexe pour Maxime. Les infos du matin n'ont été qu'une motivation supplémentaire pour un acte auquel il se livre depuis ses 18 ans. Bon, je suis donneur régulier, donc dès que je peux effectivement donner du sang et donner de ma personne, je le fais, et encore plus pour des moments comme ça. Mais le sang est un produit périssable et un afflux de donneurs aujourd'hui en Normandie n'a pas de réelle utilité. Nous sommes organisés pour assurer de toute façon sur toute l'année un stock suffisant pour parer malheureusement à ces tragédies. Et l'importance effectivement c'est d'avoir maintenant une mobilisation dans le temps. Les mois d'août sont toujours une période de moindres dons et de carences. C'est là qu'une mobilisation exceptionnelle prendra du sens. Les témoins et les survivants parlent de scènes de guerre. Hier soir, la promenade des Anglais, censée être un lieu de fête pour ce 14 juillet, a sombré dans l'horreur. Le camion a foncé sur la foule massée sur la célèbre avenue pour le feu d'artifice. Retour sur cette attaque meurtrière. Des dizaines de morts à quelques mètres d'intervalle sur 2 kilomètres d'une promenade des Anglais transformée en cimetière. C'est pas possible, comment ils ont pu faire ça? Comment c'est possible?
les gens ils sont sortis. Il y a des cadavres de partout, jusqu'à là-bas. C'est horrible. Corps d'adultes ou d'enfants, recouverts à la hâte, souvent par les nappes des restaurants de plage. Parmi les promeneurs, des secouristes bénévoles, bien impuissants face au drame. On a essayé de sauver, on a essayé de prodiguer les premiers soins. C'était très problématique parce que c'était un carnage. Les gens par terre, les gens, voilà, vraiment des traumas, d'accidents de la route, on va dire, parce que de toute façon c'est un camion, il a roulé sur tout le monde. Hein, donc de toute façon, les enfants, voilà, c'était assez insoutenable. Et on la charge, vite fait, tout le monde fait un peu de place. Allez vous reculer un peu tous, messieurs dames. On en évacue 2 avec ton vecteur. Pour les pompiers, la priorité, c'est de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Mais les secours sont rapidement débordés. Vous avez 70 personnes qui sont par terre, c'est compliqué. Il y a tant à faire. Ici, c'est une femme qu'il faut hospitaliser d'urgence. Sa famille a pu échapper à la course folle du camion, in extremis. Il a transpercé toute la foule. Ma fille, elle a 6 ans, je l'ai poussée, elle a la tombe qui est arrachée, et elle a percuté ma belle-sœur, et après elle a continué son chemin, et après j'ai continué des coups de feu un petit peu plus loin. Donc voilà, quand même. Il a continué sur le trottoir? Tout le trottoir, ouais, toute la promenade. Vous aviez le sentiment qu'il maîtrisait sa... Ah non, mais il zigzaguait, donc il a voulu percuter, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. Lorsque le poids lourd surgit sur la promenade des Anglais, le feu d'artifice vient de se terminer. Les badauds sont nombreux, le chauffeur fauche tout sur son passage et ne s'arrête pas là. J'ai vu le chauffeur sortir son pistolet. À ce moment encore, on a pensé qu'il était attaqué par un terroriste et qu'il tentait de se défendre. Jusqu'à ce que je vois la police encercler le véhicule. Il a commencé à tirer. Là, je me suis dit qu'il y avait un problème. Les policiers ont crié « Dégagez, dégagez !» parce qu'ils pensaient qu'on pouvait avoir une bombe dans le camion ou une ceinture d'explosifs et qu'ils pouvaient atteindre tous les gens autour. Sur le pare-brise du camion, les impacts de balles situés côté passager sont probablement ceux du tueur. D'une main, il conduit, de l'autre, il tire. L'homme sera abattu par la police. Les promeneurs, eux, se ruent vers les immeubles et les commerces les plus proches. J'ai fait de mon mieux de sauver pas mal de personnes donc, qui sont réfugiées chez moi. En bas et en haut, j'ai une salle aussi. Et ça a été la panique, quoi. Le périmètre sera finalement bouclé. Les personnes les plus choquées prises en charge par une cellule d'aide psychologique au centre universitaire méditerranéen. Ils étaient venus faire la fête. Ils viennent de passer une nuit en enfer. En ce qui concerne l'enquête, elle se concentre autour de l'auteur de l'attentat, Mohamed Laoueche Boulel. Cet homme de 31 ans, de nationalité tunisienne, était connu des services de police pour des faits de violence, mais n'avait jamais fait l'objet d'un signalement pour radicalisation. Pour autant, et malgré l'absence de revendication, la piste terroriste n'est pas écartée, comme l'a indiqué le procureur de Paris au cours d'une conférence de presse. Si l'attentat d'hier n'a pas à cette heure fait l'objet de revendications, je rappelle cependant que ce type d'action s'inscrit et correspond très exactement aux appels permanents au meurtre de ces organisations terroristes telles qu'elles le prescrivent régulièrement dans les nombreuses revues et vidéos qu'elles diffusent. Les enquêteurs tentent donc de déterminer si le conducteur du camion avait des liens avec des islamistes extrémistes. Des perquisitions ont été menées à son domicile. L'homme était marié et père de 3 enfants. Son épouse a été placée en garde à vue. François Hollande et Manuel Valls sont arrivés à Nice à la mi-journée. Le président s'est rendu au chevet de plusieurs victimes de l'attentat à l'hôpital Pasteur. Il a également salué le personnel médical et les membres du SAMU qui se sont fortement mobilisés durant la nuit dernière pour prendre en charge les blessés. Le chef de l'État a achevé sa visite à Nice par une rencontre avec une centaine de membres des services de sécurité à la résidence du préfet des Alpes-Maritimes. Auparavant, ce matin, un conseil de défense et de sécurité s'est tenu en urgence à l'Élysée. François Hollande a décrété un deuil national de 3 jours. Le président de la République a décidé un deuil national déclaré pour les 16, 17 et 18 juillet en hommage aux victimes. Les drapeaux seront mis en berne sur nos édifices publics dès aujourd'hui. Autre décision annoncée lors de ce conseil, la prolongation de l'état d'urgence pour une durée de 3 mois. Le président a également décidé de faire appel aux réservistes pour soulager les effectifs de policiers et de gendarmes très sollicités depuis les attentats de novembre.
Partout en France, les drapeaux des édifices publics ont été mis en berne aujourd'hui en signe de deuil et le resteront pendant 3 jours. Partout en France, à Amiens, à Dijon ou encore à Reims, les habitants se sont réveillés abasourdis et choqués par cette attaque. C'est révoltant, c'est catastrophique, c'est tout ce qu'on veut. Il y avait des gens en vacances, il y avait des gens qui allaient voir un feu d'artifice, qui allaient s'amuser, donc je pense que c'est très difficile. On attend quand même des réactions des politiques maintenant. La population refuse aussi de céder à la terreur. Ambiance ce matin à Besançon. Des drapeaux tricolores en berne, crêpés de noir. À Besançon, les bâtiments officiels portent ce matin la couleur du deuil. Sur le marché, il y a autant de badauds que d'ordinaire, même si l'ombre de l'attentat de Nice est dans toutes les têtes. On est toujours très attristés pour les personnes qui ont subi des attentats. Et puis on se dit toujours aussi qu'on a envie de rester chez soi parce qu'on deviendrait casanier à ne pas sortir de chez nous. Vous êtes dans la rue, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité. Ça se ressent. Mais enfin, il faut bien bouger quand même. On se demande est-ce qu'on doit prendre le train avec ses enfants, est-ce qu'on peut prendre l'avion? Oui, on se pose ce genre de questions, mais je crois, comme je l'ai souvent entendu dire par des gens, il faut continuer à vivre et justement leur montrer que non, la technique de la frayeur ça marche pas et qu'on continue à vivre. Refuser la peur, tenter de ne rien changer à ses habitudes, les Byzantins ne veulent surtout pas tomber dans la psychose. C'est la stupéfaction, en même temps, je sais pas, on va pas dire une certaine habitude, ce serait difficile d'imaginer qu'on s'habitue à ça, mais quoi faire? Je sais pas, j'ai pas la solution. Ce sont des gens qui sont perdus dans la vie et ça n'a rien à voir avec l'état de la France aujourd'hui, qui est quand même un pays où on peut encore construire des choses ensemble. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac et il ne faut pas se tromper. Je crois qu'on est face à un individu déséquilibré, perdu dans la vie et que c'est plus de l'ordre de la détresse individuelle que d'un mouvement politique d'ensemble. À Besançon, comme dans l'ensemble du pays, les drapeaux vont rester en berne pendant 3 jours, le temps du deuil national décrété par le président de la République. Au lendemain de cette nuit d'horreur, c'est l'indignation dans la communauté musulmane et en ce jour de prière, ce nouvel acte odieux a jeté dans le désarroi le secrétaire général et les fidèles de la grande mosquée de Clermont-Ferrand. Jusque-là, en pareille circonstance, la communauté musulmane en appelait au discernement des citoyens. Ne pas faire d'amalgame entre terrorisme et islam. Rappeler les sourates du Coran, tu ne tueras point ton prochain. Aujourd'hui, après tout ce qui a pu être dit au lendemain des derniers attentats, une certaine opacité semble gagner les rangs. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi penser. On est abattu, franchement. On est abattu. Il n'y a plus de logique. C'est même plus qui est l'ennemi, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est plus. L'attentat n'a d'ailleurs toujours pas été revendiqué. Au nom de qui, au nom de quoi? On ne le sait toujours pas et on ne le saura peut-être même jamais. J'ai quitté l'Algérie à cause des chiens comme ceux-là, du terrorisme, et je suis venu, et la France, elle m'a tout donné. Et maintenant, voilà, il commence à faire des problèmes aussi à la France. C'est grave, ça. Ça touche vraiment, ça écœure même. Ça, c'est vrai. Les gens, ils mentent pour rien. C'est incroyable, ça. Des enfants, des jeunes, des vieux, des tout. Il y a encore 15 jours, le secrétaire de la grande mosquée de Clermont répondait à une enquête ministérielle. Un rapport de 400 pages, rendu à Manuel Valls, sur la genèse de la radicalisation. Selon Karine Germani, pour la juguler, il s'agira de démontrer la contrefaçon de l'offre théologique proposée par Daesh à ses bras armés. Aujourd'hui, on a l'impression que les portes de l'enfer se sont ouvertes et que vous avez des gens qui se lèvent un matin qui disent « je vais faire un truc ». Et je le fais. Voilà. Il répond à sa propre folie, en totale autonomie. Et qu'est-ce que vous pouvez contre ça? Vous pouvez rien. Par mesure de sécurité et pour respecter le deuil national, plusieurs manifestations ont déjà été annulées, comme la Gay Pride de Montpellier. L'association Fierté Montpellier Pride a décidé de suivre les préconisations de la préfecture. La 22e édition de la Marche des Diversités n'aura donc pas lieu. Environ 20 000 personnes étaient attendues demain. Un coup dur pour l'association organisatrice qui se retrouve en difficulté financière. Un appel aux dons est lancé pour reporter l'événement.
Restez avec nous dans un instant, la météo et votre édition des locales. Les doigts de pied en éventail devant la météo de France 3 avec Aquiléine. Madame, Monsieur, bonsoir. Notre pays va bénéficier de conditions pleinement estivales pour les prochains jours, même si le cœur n'y sera pas tout à fait de la même façon. Voici l'animation satellite avec les averses qui se sont définitivement évacuées, laissant place à un temps beaucoup plus sec et beaucoup plus ensoleillé. Nous sommes en effet bien protégés par les hautes pressions qui vont progressivement ramener de l'air de plus en plus doux, puis de plus en plus chaud, notamment en début de semaine prochaine. Alors ce soir, eh bien, le temps sera sec sur l'ensemble de l'Hexagone avec un peu plus de nuages sur le nord-est du pays et toujours du Mistral assez sensible dans le couloir rhodanien jusqu'à 80 km/h dans les Bouches-du-Rhône. Quelques nuages entre le Cotentin et le nord du pays. Demain matin, situation à peu près identique avec toujours le Mistral qui baisse d'un cran, du soleil sur les 2/3 sud du pays et aussi sur le nord, même si quelques petits nuages viendront contrarier par moment le soleil. Ça va s'arranger d'ailleurs dans l'après-midi avec des nuages qui seront de plus en plus discrets. Ils épargneront d'ailleurs les côtes de la Manche et toujours un soleil généreux sur le pays avec un Mistral qui soufflera à 80 km/h. Les températures demain matin, eh bien, elles seront encore concernées par cette masse d'air assez fraîche, mais au fil des jours, ça va, je vous l'ai dit, remonter franchement, à tel point qu'il fera carrément chaud dans le sud de la France en début de semaine prochaine. On n'en est pas là. Demain, les minimales sont toujours bien fraîches pour la saison, notamment sur le Massif central et dans le nord-est. Et l'après-midi, elles vont remonter de manière sensible. On retrouvera les 30 degrés autour du golfe du Lion, 26 à Paris et 23 à Brest comme à Lille. Alors pour la suite, eh bien, dimanche sera une journée pleinement estivale avec 28 degrés de moyenne dans le nord, 31 dans le sud, du soleil partout, toujours quelques nuages décoratifs sur le nord, mais qui épargneront ces nuages les côtes de la Manche. Et puis même chose pour lundi, mardi et mercredi. Mercredi où une dégradation devrait commencer à se faire sentir avec des orages qui auront tendance ensuite à traverser la France jeudi et vendredi, accompagnés d'une baisse de température. Mais lundi et mardi seront des jours très chauds, surtout dans le sud. Je vous souhaite une belle soirée sur France 3. Les doigts de pied en éventail, c'était la météo de France 3 avec Aquiléine. Au sommaire de cette édition, une leçon de surf à Pourville-sur-Mer. Cette commune de Seine-Maritime accueille une école qui initie les novices aux joies de la glisse. Les stations balnéaires font le plein en cette période estivale. Les plages sont sous haute surveillance pour assurer la sécurité des vacanciers. Mais pour commencer, gros plan sur une nouvelle formation proposée aux policiers. Depuis les attentats de novembre dernier et alors que le terrorisme vient encore de frapper à Nice, les forces de l'ordre doivent apprendre à réagir face à de telles attaques. Comment faire face à une tuerie de masse? C'est tout le sens de l'exercice qui s'est joué sur le terrain de l'ancienne école de gendarmerie. Pour ces policiers aguerris, il s'agit de se rapprocher d'une zone où des tirs ont retenti. Ils progressent à tâtons, ils prennent en compte tout l'environnement, les points hauts, la protection arrière, car ça peut surgir de n'importe où. On a fait le choix qu'il y ait une grosse détonation, qui là a été l'élément déclencheur pour que les collègues passent en mode flash et que là ils fondent sur la salle qu'ils avaient localisée. Dans le scénario, il y a de nombreuses victimes. Depuis les attaques terroristes du mois de novembre, la façon d'intervenir des policiers a été repensée. Ces hommes qui ont suivi un entraînement spécial constituent l'échelon 2, c'est-à-dire entre l'alerte et l'arrivée des hommes du RAID, du GIGN ou de la BRI. L'idée, c'est non seulement de fixer les terroristes et de les neutraliser si possible, mais aussi d'attirer le feu sur eux pour préserver les victimes civiles. Donc le but, ça va être d'attirer l'attention des terroristes. Le moment d'anticiper, c'est notre métier d'anticiper la crise. L'équipement pour ce type d'opération a été amélioré. Il est composé de boucliers balistiques, de gilets plus protecteurs et surtout d'une arme longue capable de riposter face à une Kalachnikov.
Depuis le début du mois, les touristes affluent sur le littoral français. Les plages sont bondées et il faut assurer la sécurité des baigneurs. Dans le Var, 150 communes comme Bandol font appel à la Société nationale de sauvetage en mer qui a pour mission de secourir bénévolement les personnes en danger en mer et sur les côtes. Sécurité renforcée également au Pays Basque, notamment à Anglet, qui compte pas moins de 11 plages sur plus de 4 km. Qualité des eaux, conditions de baignade, le dispositif de surveillance est maximal pour permettre aux vacanciers de se la couler douce. Si c'est violé, c'est pollué. Ça ne sert pas de bandana pour la fête, mais d'alerte en cas de pollution. Ce nouveau drapeau pourrait faire son apparition cet été, notamment sur les plages d'Anglet, si la qualité des eaux ne permettait pas la baignade. La différence, c'est s'il n'y a pas de drapeau violet, c'est que c'est les conditions de baignade qui ne sont pas requises. S'il y a le drapeau violet, c'est que c'est la qualité des eaux de baignade qui pose problème. D'ici septembre, Anglet doit sécuriser 4,5 km de plage. 300 000 visiteurs sont attendus ici l'été. La ville déploie le plus gros dispositif d'Aquitaine en front de mer. 76 sauveteurs répartis sur 8 postes. Et comme partout, moins de CRS. Ils n'arriveront que le 20 juillet. Ils sont au nombre de 6 sur Anglet. Donc ça représente à peu près 8% de notre effectif. Il a fallu qu'on recrute 6 sauveteurs supplémentaires. Voilà, donc on s'est adapté. 6 sauveteurs de plus aux frais de la ville, c'est un surcoût de 15 000 € sur un budget d'1 demi-million. Les retombées économiques sont incalculables, alors la ville développe les meilleures techniques pour protéger ses baigneurs. De jet ski, c'est à Anglet qu'ils ont été déployés pour la première fois en France, et ces toutes nouvelles bouées nommées Waina, la vague en basque. Quand il y a beaucoup de courant, il y a plusieurs victimes qui partent en même temps. On part à plusieurs sauveteurs et maintenant les bouées tubes peuvent s'accrocher ensemble. Du coup, on peut prendre toutes les victimes et rassurer toutes les victimes et les mettre pour qu'elles s'accrochent toutes ensemble. Le front de mer d'Anglet sera surveillé tout l'été, cette plage de Marinella, jusqu'au 16 octobre. Un grand bravo à tous les lycéens qui ont réussi leur bac cette année. Dans les Pyrénées-Atlantiques, ils sont 94,6% à avoir décroché leur diplôme. C'est le meilleur score dans la région Aquitaine. Le département fait tout de même moins bien que l'an dernier, avec un léger recul de 0,2%. Une planche, des vagues et un bon équilibre, le surf est l'un des sports phares de l'été. Mais avant d'aller braver les rouleaux de l'Atlantique, on peut s'initier tranquillement dans la Manche. À Pourville-sur-Mer, une école initie les jeunes aux joies de la glisse. Le surf, des sensations extrêmes et une image d'Épinal de sport exotique. Pourtant, loin des vagues hawaïennes, Pourville fait désormais figure de repère pour riders des mers. Il n'y a jamais des énormes vagues comme dans l'Atlantique. En fait, ça c'est dû à la profondeur de la Manche, qui est beaucoup moins profonde que l'Atlantique. On a 40 mètres, 50 mètres au maximum dans la Manche, donc ça freine déjà un peu la houle. Donc voilà, c'est ce qui nous permet ici d'avoir des vagues plutôt longues et lentes pour les débutants, donc c'est plutôt parfait. Par temps calme, Surfing Pourville propose des initiations pour débutants. J'adore la sensation de glisse et rien que d'être avec de l'eau, ça me plaît. Mais avant d'aller défier les rouleaux du sud-ouest, nos apprentis surfeurs doivent intégrer les premiers mouvements. Il faut bien réussir à se mettre debout et bien être dans la vague pour se mettre debout. Et bien ramer pour avoir la vague plus vite. Autre méthode pour progresser, le paddle, une embarcation plus stable, l'idéal pour développer son sens marin. C'est les entraînements qu'on fait à l'année. Et pour le moment, il n'y a pas de vague, la mer est haute. Donc à la place de faire du surf, on s'entraîne à ramer avec les pagaies. Et on s'entraîne aussi à l'équilibre. Mais quand la météo est favorable, fini les pagaies, place à la glisse, la vraie. C'est une sensation difficile à décrire, c'est une sensation de liberté, on pense à rien, c'est comme du yoga on va dire. Sauf que là il y a des sensations d'adrénaline en plus. Surfer, une discipline extrême et une mentalité très zen. C'est simple, c'est cool, personne se prend la tête, on n'est pas là pour savoir, nous on n'est pas là pour savoir qui surfe le mieux. On partage nos vagues. On fait attention les uns aux autres et surtout on se donne des conseils, on se donne des coups de pouce et c'est une bonne façon de vivre. À Pourville-sur-Mer, ils sont maintenant une cinquantaine de surfeurs chevronnés, des jeunes qui rêvent secrètement de suivre le sillage des plus grands. Allez, carte les pieds
Restez avec nous dans un instant, votre édition nationale. Bonjour, je suis Marion Gamme. Prendre de l'âge, ça rend certaines choses plus difficiles au quotidien. C'est pour ça que j'utilise Revitive Medic, pour prendre soin de ma circulation. Et ça marche. Revitive Medic est un nouveau dispositif médical qui utilise la technologie de l'électrostimulation musculaire. Il améliore activement la circulation, soulage la douleur et les crampes. Technologie prouvée cliniquement en cas de diabète et d'arthrose. Pour moi, une séance relaxante 30 minutes par jour fait toute la différence. Je sens que Revitive m'a vraiment aidé. Pourquoi pas vous? Essayez Revitive Medic dans ses enseignes. Ce mois-ci, découvrez votre nouveau Pleine Vie avec ses 8 fiches santé. Prévention, ostéoporose, cancer, cœur. Faites le plein de vitamine D pour rester en bonne santé. Droit, obsèques, assurance, dépendance, tous nos conseils pour protéger votre avenir. Tourisme, évadez-vous dans les plus beaux villages de France. Également en kiosque, le nouveau Pleine Vie Expert spécial voisinage. Pleine Vie, mon magazine, ma vitamine. Une sardine connétable. Si simple et si raffinée. Sardine connétable, préparée en Bretagne. C'est extra. Soldat, qu'est-ce que vous faites? Je fixe, colonel, je fixe. Avec fixé sans percer, ça va ultra résister. Ça adhère, ça adhère. Nouveau fixé sans percer premium. En 30 minutes, ultra solide. Élu produit de l'année. La semaine des super affaires chez Poltron et Sofa. Vous n'avez que jusqu'à demain pour bénéficier des remises jusqu'à 70% sur de nombreux canapés en stock. Faites vite, dernier jour demain. Poltron et Sofa, artisani della qualità. Du 20 au 31 juillet, Partir en livre, c'est la grande fête du livre pour la jeunesse. Profites-en avec tes amis et toute ta famille. Il y aura des animations gratuites partout en France, alors va vite sur partirenlivre.fr. Tout le monde aime Extra Total. Une propreté éclatante, une solution anti-tache, le plein de fraîcheur. Pour tout ça, il y a Extra Total, des vêtements au top à un prix incroyable. C'est pour ça que tout le monde aime Extra. Extra Total, la lessive numéro 1 en France. Et aussi supporter officiel du Tour de France. Mozza par-ci, mozza par-là. À tous les repas Casa Azzurra. Burger mozza, mozza pasta. Mozza pizza avec Casa. Vous passez des heures sur tout un tas de sites à la recherche du meilleur prix pour un hôtel. Laissez tomber. Trivago s'en charge pour vous. Trivago compare instantanément les prix de 250 sites et applis. Tout simplement. Un hôtel? Trivago. Parivendu.fr, c'est l'autre leader des bonnes affaires sur Internet. Immo, auto, moto, déco, meubles, électro, high-tech. Tout se vend et tout s'achète sur parivendu.fr. Et en plus, c'est gratuit. Avec parivendu.fr, c'est paru, c'est vendu. Je n'ai jamais eu de vergeture et je voulais vraiment éviter d'en avoir pendant ma grossesse. Ma meilleure amie et ma sœur ont eu un bébé et m'ont conseillé d'utiliser Bioil. C'est évidemment ce que j'ai fait. On est tous pressés, tous à la bourre. On est dans une urgence absolue de tout. Oh, 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 qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ça sert à rien que j'essaie. Ça sert à rien. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Parce que maman fait un choix de vie qui ne leur plaît pas. Tu sais que tu peux tout me dire. Pour les rescapés, il était difficile de parler. Parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent. Avec le point levé. Mais tout reste à inventer, et notamment à se réinventer nous-mêmes. Bon, et bon, on y va. Tu nous entends, l'univers? Tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. Ouais, moi j'avais envie que ça soit une aventure, en fait, une aventure humaine.
La célèbre promenade des Anglais, désertée, fermée au public, image marquante de ce 15 juillet après une nuit d'horreur. 84 personnes, dont 10 enfants et adolescents venus assister au feu d'artifice, sont décédées. Un bilan qui pourrait s'alourdir. 48 personnes sont ce soir entre la vie et la mort. Le conducteur du camion, Mohamed Boulel, un Tunisien vivant à Nice, n'était pas fiché S, mais il s'agit bien d'un attentat terroriste, a déclaré le procureur de Paris. Au cours de cette édition spéciale, nous retrouverons sur place à Nice Marie-Pierre Courtelmont, Amélie Deloy et Noémie Dahan. Madame, monsieur, bonsoir. Ils étaient venus nombreux, en famille, avec des amis, faire la fête, assister au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Mais la fête nationale s'est transformée en cauchemar sur cette avenue aussi célèbre que les Champs-Élysées. La ville de Nice est aujourd'hui comme un état de choc. Amélie Deloy, Jean-Michel Mire. Ils sont venus spontanément, comme une évidence, se recueillir aux abords du périmètre de sécurité sur la promenade des Anglais. Les touristes ont laissé place aux médias du monde entier depuis que la carte postale niçoise s'est brutalement transformée en enfer. C'est inimaginable. On ne le pense pas. On ne pense pas que ça, de perdre des enfants comme ça, je ne peux pas réaliser. Je ne réalise pas, tout simplement. Ça aurait pu être ma famille et moi-même. Donc voilà, je ressentais le besoin de venir là. Malgré les bâches qui cachent au regard les lieux où les 84 victimes ont été fauchées, personne ici ne peut oublier le traumatisme de la nuit dernière. Moi, je pense surtout à tous ces gens, ces enfants. Parce que dans les voix, les hurlements qu'on entendait, il y avait des voix d'enfants. Hein. L'horreur absolue. Je comprends même pas qu'on laisse faire des choses comme ça. Je pensais pas que ça pouvait arriver ici. Donc c'est terrible, ça peut arriver n'importe où. Maintenant, dès que je vois un camion blanc, je me méfie un petit peu. Depuis ce matin, les plages qui bordent la promenade des Anglais sont fermées au public. Des vedettes patrouillent pour éviter que certains n'accèdent à la zone par la mer. Nice en deuil, mais Nice qui refuse de céder à la peur, à l'image de Lana et Lilou, venus déposer une bougie en mémoire des victimes. C'est pour montrer notre soutien au monde et pour leur montrer qu'on est là, qu'on ne va pas arrêter de vivre à cause de ce qui s'est passé. Et mettez ce que vous avez sur le cœur. Quelques mots couchés sur du papier, une communion des habitants pour tenter de mieux supporter la douleur. Après l'horreur, 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président de la République. Je précise aussi que l'état d'urgence a été prolongé de 3 mois au lendemain de cet attentat terroriste. Le besoin de parler, de partager est devenu une nécessité. Une messe est célébrée en ce moment même en la cathédrale Sainte-Réparate située dans la vieille ville de Nice. Bonsoir Noémie Dahan, un moment important. Un moment très important où se sont rendus près de 800 fidèles et anonymes. Et vous le voyez dernièrement, vous assistez à la sortie de la messe. Un temps de messe qui a duré 1 heure, célébré par l'évêque de Nice, Monseigneur Marceau, et l'archevêque de Monaco, où se sont pressés des fidèles mais aussi des anonymes pour venir rendre hommage aux 84 victimes. On a vu également des personnalités politiques. Nicolas Sarkozy pour les Républicains, accompagné de Christian Estrosi qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Marion Maréchal Le Pen pour le Front National et des élus de gauche. La messe est en train de se terminer. Il y avait beaucoup d'émotions, des personnes se sont évanouies. Sachez également que la cathédrale Sainte-Réparate, située ici en plein cœur du Vieux-Nice, sera ouverte demain toute la journée pour tous ceux qui auront envie de venir se recueillir pour les 84 victimes de cette tuerie survenue hier soir à Nice. Merci beaucoup. Revenons maintenant sur cette nuit, lorsque ce camion a foncé sur la foule aux alentours de 23 h. Je rappelle le dernier bilan, 84 personnes ont perdu la vie. Mais ce soir, 52 autres personnes sont toujours entre la vie et la mort. La France replonge dans l'horreur. Manon Bogo. C'est une foule dispersée qui fuit rapidement la promenade des Anglais. Il y a des familles, des enfants paniqués. Il est près de 23 h hier soir. Le feu d'artifice vient de se terminer et ce camion blanc fonce alors sur le public. Sur ces images filmées par un journaliste allemand, on voit un homme à moto tenter de l'arrêter. Il va même jusqu'à s'agripper à la portière du véhicule, en vain.
Il nous est passé à côté comme ça, il nous a frôlé. On a été renversés sur des gens, on est tombé sur des gens qui étaient peut-être morts. On a essayé de les aider et après on a entendu les coups de fusil, donc on a été obligés de partir. Le véhicule remonte la promenade sur 2 effroyables kilomètres, emportant avec lui des dizaines de vies. Il zigzaguait, donc il a voulu percuter. Il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. Pour l'arrêter dans sa course folle, les policiers tirent à plusieurs reprises sur le camion. Le conducteur réplique avant d'être abattu. Il laisse derrière lui ces terrifiantes images. Une promenade jonchée de cadavres, recouverts par les nappes des restaurants de plage. Autour de ce chaos meurtrier, des proches, des passants, hébétés. Il y avait plein de foules, tout le monde est venu regarder le feu d'artifice. Ils ont tué tout le monde, il y a des corps partout. C'est triste de voir ça, mais c'est triste. Qu'est-ce qu'on a fait, dis-moi? Est-ce qu'on ne mérite pas tout ça? Tout le monde fait un peu de place. Les secours arrivent rapidement et certains rescapés leur prêtent main forte. D'autres survivants se sont réfugiés dans des bars, des hôtels, sur les conseils des policiers. Ils en ressortent quelques heures plus tard, encore traumatisés. Un autre policier nous a jetés dans le Negresco. Là, on vient de nous. On a le droit de rentrer chez nous. Excusez-nous, monsieur. On va rentrer chez nous. Au revoir. Le bilan de cette attaque est lourd. Au moins 84 morts, dont 10 enfants et adolescents. Et comme après chaque attentat, c'est un ton long et particulièrement douloureux qui commence pour les familles car le travail d'identification des victimes se poursuit. Une fois encore, les professionnels de santé ont répondu présents et pris en charge un nombre très important de victimes. Le reportage de Marie-Pierre Courtelmont et Antoine Laroche. Le va-et-vient des ambulances a duré jusqu'à la mi-journée. Sur le parvis de l'hôpital, des dizaines de familles angoissées. Elles attendent des nouvelles de leurs proches, blessés dans l'attentat. D'autres sortent en piteux état. Je suis fatigué. Il n'arrive pas à se tenir, il a la tête lourde, il est vraiment fatigué, il doit se reposer. Certains sont toujours à la recherche de leur famille. Ce Marocain vit en Belgique. Hier soir, il profitait de ses vacances et du feu d'artifice avec sa femme, ses enfants et son frère de 33 ans. Alors je pense qu'il a été pour prendre une cigarette. Il était loin de nous, je l'ai vu comme ça une fois, derrière, c'était 50 mètres comme ça. Et après tout d'un coup, il n'y a rien. Donc depuis hier soir, qu'est-ce que vous faites? Rien, je suis en train de chercher, j'étais en promenade hier, on a cherché même des gens, c'était pas tout de suite qu'ils ont pris les corps. Alors je vais, mais je ne sais pas supporter, j'étais malade vraiment. De toutes confessions, de toutes origines, de nombreuses nationalités. On est très chanceux. Et un personnel de santé qui parfois descend prendre l'air. Il témoigne de l'horreur dans les couloirs de l'hôpital. Il y a eu les blessures par balle, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont été hospitalisées en gastro, en orthopédie aussi, etc. Il y a eu quand même des membres arrachés. Les équipes sont très bien organisées, tout est bien prévu. Il y a 10 blocs qui ont pu travailler ensemble cette nuit, ce qui est beaucoup. Ils ont pris en charge tous les patients. Et puis soudain, une famille soulagée. Le frère aîné n'est que légèrement blessé. Et ben, en fait, ça a touché les 2 pieds. Donc il est gonflé et voilà. Donc là, ça va aller mieux maintenant. Pas de fracture, rien. Mais il est passé sous le camion quand même. En revanche, cette autre famille quitte l'hôpital désespérée. Elle vient d'apprendre que l'un des siens est décédé dans l'attentat. Bonsoir Marie-Pierre Courtelmont. On vous retrouve devant l'hôpital Pasteur à Nice où reposent les corps des 84 victimes. Un bilan qui pourrait s'alourdir car le nombre de blessés entre la vie et la mort est bien plus important que ce matin. Effectivement, au fil des heures, les chiffres sont de plus en plus cruels. De 18 personnes en état d'urgence absolue ce matin, c'est-à-dire dont le pronostic vital était engagé. Nous sommes passés ce soir à 52 personnes. 25 d'entre elles sont en réanimation et il y a à peu près un peu plus de 200 blessés. Alors cet après-midi, eh bien, les enquêteurs sont venus ici à l'hôpital pour travailler avec les médecins légistes sur les autopsies pour comprendre très précisément
précisément ce qui s'est passé seconde après seconde la nuit dernière sur la promenade des Anglais. Les corps ne devraient donc être rendus aux familles pas avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, comme cela a été le cas pour les attentats du 13 novembre à Paris l'an dernier. Merci beaucoup Marie-Pierre. Et si vous êtes à la recherche d'un proche, je vous rappelle ces 2 numéros de téléphone, celui du Quai d'Orsay, le 01 43 17 56 46, et puis à Nice, ce numéro d'urgence à destination des familles, le 04 93 72 22 22. Venons-en maintenant à l'enquête. Il n'a pas été difficile de connaître l'identité du tueur qui avait ses papiers sur lui. Mohamed Boulel, 31 ans, de nationalité tunisienne, vivait à Nice. Il était inconnu des services de renseignement. Diane Schlinger, Laurence Naon. Voici l'auteur du carnage, le chauffeur du camion. Mohamed Lawesh Boulel, un Tunisien de 31 ans domicilié à Nice. Il a été abattu après 2 kilomètres d'une course meurtrière. Mohamed Lawesh Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violences, vol et dégradation commis entre 2010 et 2016. Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement, et ce, tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. La police a perquisitionné un appartement à Nice ce matin. La perquisition n'est pas terminée. Il s'agirait du domicile du suspect. Les voisins de ce père de famille le décrivent comme un homme déséquilibré. Regardez bizarrement, il ne s'ouvre même pas la porte, c'est-à-dire quand on arrive de derrière, il nous claque la porte. Franchement, pas normal. C'est pas du tout religieux. C'est un fou, c'était un instable, on le voyait dans le quartier. Dans un autre immeuble, son ex-femme a été interpellée dans un climat très tendu. Elle l'avait quitté il y a peu de temps. Une de ses amies témoigne anonymement de violences conjugales. Parce que c'est quelqu'un qui buvait, qui prenait des drogues. Il n'est même pas une personne humaine pour faire des choses comme ça. Sa femme, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des misères, je suis désolée, il a frappé. Mohamed Lawesh Boulel était chauffeur-livreur. Il avait loué ce camion lundi dernier à une dizaine de kilomètres de Nice, à Saint-Laurent-du-Var, dans cette agence. La responsable est abasourdie. Et là, on est tous super choqués. On a tous fait le tour de toutes nos équipes pour savoir si personne n'était blessé, si personne dans nos clients n'était blessé. Et quand il y a 84 morts avec un de vos véhicules, vous êtes super pas bien. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs ont retrouvé un pistolet en état de marche, mais aussi une grenade inopérante et des fusils d'assaut factices. Toute la journée, la police scientifique a recherché le moindre indice et il y a quelques instants, le camion criblé de balles a été évacué de la promenade des Anglais. On vous retrouve, Sophie Neumeyer du service police-justice de France 3. Il y a encore ce soir beaucoup de questions. On fait un dernier point de l'enquête. Oui, bien, l'enquête ne fait que commencer lors des perquisitions qui se sont déroulées aujourd'hui. Les policiers ont accumulé un grand nombre de données téléphoniques, informatiques et des documents qu'il va leur falloir maintenant exploiter. L'ex-femme de Mohamed Lawesh Boulel, toujours en garde à vue, devrait éclaircir les enquêteurs sur son profil et sur sa personnalité. Et puis, les investigations vont également s'attacher à déterminer les conditions dans lesquelles l'individu serait procuré son arme et le camion. Alors, sur ces points, a-t-il bénéficié de complicité? Pour le moment, en tout cas, rien ne le démontre, puisque les caméras de vidéosurveillance de la ville ont pu voir qu'il rejoint seul, à vélo, le camion qui servira à l'attaque. Le procureur du parquet antiterroriste l'a précisé, c'est l'enquête qui permettra de déterminer si celui qu'il désigne bien comme un terroriste est en lien avec une organisation islamiste. Merci beaucoup. On va parler maintenant du mode opératoire. Depuis 24 heures, on parle d'attentat, mais pour l'instant, il n'y a aucune revendication, Olivier Martin. Effectivement, habituellement, le groupe État islamique revendique toutes ses actions dans les heures qui suivent. Or, ici, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que l'auteur de la tuerie n'est peut-être pas en lien direct avec une organisation terroriste, mais il a pu être inspiré par la propagande djihadiste. Le mode opératoire de cette attaque n'est pas nouveau. Regardez ce magazine. Il s'agit de l'organe de propagande d'Al-Qaïda. Il date de 2010 et à l'intérieur, on peut lire cette phrase, cette consigne. Utilisez un camion, allez dans les endroits les plus densément peuplés et prenez le maximum de vitesse pour faire le plus de dégâts. Tout était écrit, Catherine. Le groupe État islamique préconise également ce type de mode opératoire depuis 2014. Un scénario d'autant plus inquiétant qu'il nécessite peu de préparation, peu de logistique comme ce fut le cas pour les attentats du 13 novembre. Enfin, ce type d'action est quasiment
indétectable pour les services de renseignement. Vous l'avez entendu, l'auteur de la tuerie n'était pas fiché par les services antiterroristes. Merci beaucoup Olivier. Alors que le pays est en état d'urgence, comment ce camion a-t-il pu, un 14 juillet, jour de grande affluence, franchir les barrières de sécurité à Nice, faire autant de victimes? Aujourd'hui, François Hollande a lancé un appel à l'unité nationale, alors qu'à droite, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer un dispositif de sécurité insuffisant. Laurence Rago. Ce midi, à l'aéroport de Nice, Christian Estrosi ne décolère pas. Le président de la région attend l'arrivée de l'avion de François Hollande. Au lendemain du carnage, selon lui, de nombreuses questions se posent quant aux moyens de la police nationale. J'attends du gouvernement de nous dire que toutes les mesures ont été prises pour qu'il n'y ait pas le moindre risque de récidive. Pourtant, Christian Estrosi savait que seulement une centaine de policiers nationaux et municipaux étaient mobilisés pour un événement rassemblant 30 000 personnes. Des voix s'élèvent à droite, reprochant à François Hollande d'avoir évoqué dans son allocution du 14 juillet une levée de l'état d'urgence. Ce matin, le président décide de prolonger cette mesure pour 3 mois et il refuse la polémique. C'est ma responsabilité, ne pas me laisser détourner de l'engagement que j'ai pris au nom des Français, de les protéger, ne pas m'abaisser à je ne sais quelle outrance, excès, quand il s'agit de répondre et de répondre juste aux défis qui nous sont lancés, en y mettant tous les moyens nécessaires. L'opposition accuse le chef de l'État de ne pas avoir tiré les leçons des attentats de 2015. Le président de la République avait annoncé, après les attentats de novembre, la création de 5000 postes de policiers et de gendarmes. On n'arrive pas très bien à savoir où on en est de la mise en place réelle sur le terrain de ces effectifs. Il faut urgemment passer aux actes. Il y a eu beaucoup de paroles, mais depuis début 2015, il y a eu 250 morts dans les attentats en France. 250 morts. Donc il faut que la naïveté, parfois la complaisance, face au fondamentalisme islamiste, face à cette barbarie, cesse. Ce soir, l'ancien président Nicolas Sarkozy est arrivé à Nice où il a assisté à une célébration religieuse. Contrairement à 2015, l'heure n'est pas à l'union sacrée, malgré l'appel du chef de l'État à la cohésion nationale. À Nice, comme à Paris, cette nuit d'horreur a engendré d'innombrables gestes de solidarité, dont certains ont été relayés par les réseaux sociaux. Cet exemple, avec le hashtag ou mot de passe portes ouvertes, de nombreux Niçois ont proposé d'accueillir chez eux des rescapés sous le choc après les scènes de panique vécues hier soir. Voyez le reportage de Charlotte Gillard et Thomas Guéry. C'est une soirée dont ils se souviendront toute leur vie. Hier, ces 4 amis étaient au casino sur la promenade des Anglais. Ensemble, ils sont revenus sur les lieux, hantés par des scènes d'horreur. J'ai vu une femme crier et j'ai entendu un coup de balle et la femme elle est tombée par terre. Et à ce moment-là précis, en une seconde, le casino il s'est rempli mais de milliers de personnes, foulement de foule, tout le monde se poussait, tout le monde criait, sauvez-vous. Et là en fait, à ce moment-là, on voyait le camion qui s'est arrêté mais vraiment devant le casino. Quand on s'est réveillé ce matin, c'était un cauchemar encore. Et on essaie de réaliser, on voit les gens, on voit les journalistes, on voit que ça s'est vraiment passé. Et donc il faut qu'on fasse avec. La gérante de ce restaurant, elle aussi, devra vivre avec. Hier, spontanément, elle a accueilli la foule en panique. Il y avait des gens qui nous donnaient leur bébé, qui nous disaient emmenez-le au fond. Voilà, on a eu vraiment, nos employés ont été vraiment assez forts parce que c'était assez difficile. On a des gens qui trébuchaient dans la salle, qui se faisaient écraser par d'autres gens tellement c'était la panique. Ils sont montés là-haut dans la cuisine. Les gens sont rentrés là-bas et se sont mis au maximum dans le fond ici, jusque dans les escaliers. Un élan de fraternité qui s'est poursuivi toute la journée. Ici, la maison offre café et sandwich aux policiers. Ça nous fait du bien, on fait ce qu'on peut. Nous, on a été choqués. Eux ont vu d'autres choses que nous n'avons pas vues, sont restés éveillés toute la nuit. Donc on leur donne ce qu'on peut pour qu'ils tiennent aussi, pour qu'ils tiennent le coup. Hein. Et s'ils n'ont pas vraiment le cœur à la tâche, tous sont tenus à être présents pour témoigner leur solidarité. Moins de 24 heures viennent de s'écouler depuis l'attentat et l'on commence à peine à connaître l'identité des victimes. Bernard Apparis. Sur les réseaux sociaux ou à la une des journaux,
Ils regardent encore la vie souriant, comme Shin Copeland, 51 ans, à gauche, et son fils de 11 ans, Brody, qui pose ici en famille. Passionné de baseball, le père entraînait son fils à Austin. C'est son club qui a posté la dernière photo de Brody sur la plage française, envoyée quelques heures avant le drame. Fatima Charii, marocaine de 60 ans, demeurant à Nice, a été la première fauchée par le camion, selon le témoignage de son fils. Cette mère au foyer, croyante, s'occupait de ses 7 enfants. Victoria Shavchenko avait 20 ans. Jeune étudiante en finance à Moscou, elle était en vacances sur la Côte d'Azur avec une amie. Paulina, ici à gauche, a eu plus de chance. Blessée à la jambe, son pronostic vital n'est pas engagé. Autre touriste suisse cette fois, Linda Casanova-Sicardi a été fauchée par le camion de la terreur. Son mari Gilles a lui survécu. En Allemagne, c'est l'attente. Dans ce lycée de Berlin, une classe de 28 élèves est partie à Nice en voyage scolaire. Une professeure de lycéenne serait parmi les victimes. En France, c'est le village d'Erserange, en banlieue de Longwy, qui a été frappé au cœur. Michael Pellegrini, 28 ans, sa mère Véronique et ses grands-parents sont morts côte à côte. Passionné d'athlétisme, président du club de Marcigny en Saône-et-Loire, Robert Marchand, 60 ans, a également été tué, tout comme Emmanuel Grout, 48 ans, numéro 2 de la police aux frontières de Nice. L'attentat de Nice a provoqué une très forte émotion de par le monde. On apprend que François Hollande s'est entretenu au téléphone cet après-midi avec le président américain, la chancelière allemande et la nouvelle première ministre britannique, Olivier Poncelet. La tragédie niçoise suscite de l'empathie jusqu'aux antipodes. À Sydney, des Français et leurs amis australiens se sont réunis dans la douleur. On est là parce qu'on aime notre pays, comme on aime nos Français et qu'il faut que ça s'arrête maintenant. À Moscou, devant l'ambassade de France, les francophiles déposent fleurs et messages de soutien, tandis que Vladimir Poutine tenait à s'adresser à François Hollande. Monsieur le Président, je vous demande de transmettre toutes mes condoléances et mon soutien sincère aux proches des victimes. À Moscou, toujours, où le secrétaire d'État américain John Kerry était en voyage officiel, une minute de silence a été respectée en hommage aux victimes. Nous nous joignons bien sûr à vous pour exprimer notre horreur absolue face à cet incroyable carnage. À la bourse de New York également, un instant de recueillement a précédé l'ouverture de Wall Street, tandis qu'en Mongolie, les dirigeants européens réunis pour un sommet euro-asiatique ont tenu à exprimer leur solidarité. Les mots suffisent à peine pour dire la douleur qui nous unit à nos amis français. Enfin, tous les chefs d'État du sommet ont observé à leur tour une minute de silence. En direct de la promenade des Anglais, Amélie Deloy, bonsoir. L'émotion sur place reste forte. Eh bien oui Catherine, bonsoir. Tout l'après-midi, ici, nous avons vu défiler des anonymes, des touristes, des Niçois, mais aussi certains proches des victimes qui, vous l'imaginez bien, étaient complètement bouleversés. Alors autour de ce périmètre de sécurité, en plusieurs endroits, certains sont venus déposer des fleurs, d'autres des bougies, d'autres encore des peluches à la mémoire de ces 84 victimes, parmi lesquelles, je vous le rappelle, 10 enfants et adolescents cruellement fauchés hier par ce camion. Alors ce camion, il a été déposé, enlevé il y a un peu plus de 2 heures maintenant, mais pour autant, le périmètre de sécurité reste maintenu. Toute une partie de cette promenade des Anglais reste fermée au public jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup. Je vous le disais, 3 jours de deuil national ont été décrétés durant toute la durée. La Tour Eiffel revêtira les couleurs bleu, blanc, rouge. Les coureurs du Tour de France ont rendu hommage aux victimes de l'attentat de Nice. La question de la sécurité des festivals d'été se pose. Certains ont décidé de tirer le rideau, d'autres refusent de céder au terrorisme. Aurélia Chopin avec nos équipes en région. À 600 km de Nice, la rade de Brest. Les vieux gréments sont là et dans tous les esprits aussi, la tragédie d'hier soir. Les fêtes maritimes vont malgré tout se poursuivre. 800 000 visiteurs jusqu'à mardi. Le dispositif de sécurité était déjà très élevé. Depuis ce matin, les fouilles sont encore plus poussées. Ce ne sera jamais assez si quelqu'un veut faire comme hier à Nice. Vous voyez ce que je veux dire. L'attentat d'hier soir, ça n'a pas découragé de venir ? Non, ils auraient raison. Et ce serait leur donner raison et on ne leur donnera pas raison. Donc on continuera de vivre.
Pas très loin, à Carhaix, le festival des Vieilles Charrues aura bien lieu lui aussi. L'équivalent en fréquentation d'un stade de France chaque soir. Le dispositif de sécurité a été accentué depuis hier. Suite aux événements qui sont survenus la nuit dernière, dramatiques, on nous a demandé de renforcer le dispositif et d'être vigilants au niveau des véhicules et une attention particulière sur l'inspection visuelle des véhicules essentiellement. Mesures de sécurité renforcées aussi à La Rochelle. Les francopholies sont passées à 2 doigts de l'annulation, mais finalement les concerts auront bien lieu et les artistes comme Ibrahim Malouf ce soir joueront malgré tout. Je pense qu'il faudra quand même faire la fête parce que sinon ça veut dire qu'on a baissé les bras. Et c'est d'autant plus difficile du coup de faire la fête dans ce contexte-là. Donc c'est comme ça, il va falloir qu'on accepte. En Avignon, le théâtre a toujours été et sera encore résistance. Pour le directeur, impossible d'imaginer que le festival s'interrompe. J'ai proposé aux compagnies de commencer le spectacle par un court texte et d'enchaîner non pas avec une minute de silence, mais avec une minute d'applaudissement. Puisque justement, on veut nous imposer le silence, je crois qu'il faut répondre par l'applaudissement, qui est l'applaudissement des forces de la vie. D'autres événements culturels ont été annulés sur la Côte d'Azur, surtout. C'est le cas du concert de Rihanna prévu à Nice ce soir ou du feu d'artifice de Marseille. Et pour terminer, je vous invite à consulter l'application France TV Info afin de suivre les derniers développements. Votre prochain rendez-vous avec la rédaction le Soir 3 Week-end, 23h. À demain. Merci à vous. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Madame, monsieur, bonsoir. Place au direct après ce nouvel attentat qui a frappé la France. 8 mois après Paris, l'horreur se répète à Nice le jour de la fête nationale. 84 morts, 48 personnes ce soir entre la vie et la mort. La ville de Nice est véritablement en état de choc aujourd'hui. Amélie Deloy, Jean-Michel Nier. Ils sont venus spontanément, comme une évidence, se recueillir aux abords du périmètre de sécurité sur la promenade des Anglais. Les touristes ont laissé place aux médias du monde entier depuis que la carte postale niçoise s'est brutalement transformée en enfer. C'est inimaginable. On ne le pense pas. On ne pense pas que ça, de perdre des enfants comme ça, je ne peux pas réaliser. Je ne réalise pas tout simplement. Ça aurait pu être ma famille et moi-même. Donc voilà, je ressentais le besoin de venir là. Malgré les bâches qui cachent au regard les lieux où les 84 victimes ont été fauchées, personne ici ne peut oublier le traumatisme de la nuit dernière. Moi, je pense surtout à tous ces gens, ces enfants. Parce que dans les voix, les hurlements qu'on entendait, il y avait des voix d'enfants. Hein. L'horreur absolue. Je comprends même pas qu'on laisse faire des choses comme ça. Quoi. Je pensais pas que ça pouvait arriver ici. Donc c'est terrible, ça peut arriver n'importe où. Maintenant, dès que je vois un camion blanc, je me méfie un petit peu. Depuis ce matin, les plages qui bordent la promenade des Anglais sont fermées au public. Des vedettes patrouillent pour éviter que certains n'accèdent à la zone par la mer. Nice en deuil, mais Nice qui refuse de céder à la peur, à l'image de Lana et Lilou, venus déposer une bougie en mémoire des victimes. C'est pour montrer notre soutien au monde et pour leur montrer qu'on est là, qu'on ne va pas arrêter de vivre à cause de ce qui s'est passé. Et mettez ce que vous avez sur le cœur. Quelques mots couchés sur du papier, une communion des habitants pour tenter de mieux supporter la douleur. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de familles, de vacanciers venus assister au feu d'artifice du 14 juillet. On redoute que le bilan ne s'alourdisse dans les heures qui viennent. Je vous le redonne, ce dernier bilan provisoire. 84 personnes ont perdu la vie, dont 10 enfants et adolescents. 48 personnes sont ce soir entre la vie et la mort. La France replonge dans l'horreur. Manon Bogo et nos équipes.
À Nice, le réveil est extrêmement difficile. Des riverains et des touristes traînent, hagards, et cette promenade des Anglais est tristement vide. Sur les lieux du drame, il reste encore ce midi les dépouilles de certaines victimes. Les habitants sont abasourdis. C'est un cauchemar en fait, on a du mal à réaliser comme si je sais pas, c'est quelque chose qui s'est passé, là on ne peut pas poser de mots dessus. Hier soir, la panique s'empare du centre touristique de Nice. Il est 23h, des familles, des enfants fuient cette promenade des Anglais. Le feu d'artifice vient de se terminer et ce camion blanc fonce alors sur la foule. Il nous est passé à côté comme ça, il nous a frôlé. On a été renversé sur des gens, on est tombé sur des gens qui étaient peut-être morts. On a essayé de les aider et après on a entendu les coups de fusil, donc on a été obligé de partir. Le camion remonte la promenade des Anglais à vive allure sur 2 km. Il zigzaguait, donc il a voulu percuter, il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. Pour l'arrêter dans sa course folle, les policiers tirent à plusieurs reprises sur le camion. Le conducteur réplique avant d'être abattu. Il laisse derrière lui ces terrifiantes images. Une promenade jonchée de cadavres, recouvert par les nappes des restaurants de plage. Tout autour de ce chaos meurtrier, des proches, des passants, hébétés. Il y avait plein de foules, tout le monde est venu regarder le feu d'artifice. Ils ont tué tout le monde, il y a des corps partout. C'est triste de voir ça, mais c'est triste. Qu'est-ce qu'on a fait, dis-moi? Est-ce qu'on ne mérite pas tout ça? Le bilan est lourd, au moins 84 morts, dont 10 enfants et adolescents. Et parmi les nombreux témoignages, voici celui d'une restauratrice niçoise traumatisée par ce qu'elle a vécu. Elle raconte au micro de Carole Coelho et Jean-Michel Mire. Les gens escaladaient nos barrières, les tables, tout le monde renversait les tables pour pouvoir avancer et se réfugier. C'était vraiment impressionnant. Il y avait des gens qui nous donnaient leur bébé, qui nous disaient emmenez-le au fond. Voilà, on a eu vraiment, nos employés ont été vraiment assez forts parce que c'était assez difficile. On a des gens qui trébuchaient dans la salle, qui se faisaient écraser par d'autres gens tellement c'était la panique. Ils sont montés là-haut dans la cuisine. Les gens sont rentrés là-bas et se sont mis au maximum dans le fond ici, jusque dans les escaliers. Voilà, c'était très dur pour tout le monde et très difficile à savoir comment gérer sans savoir ce qui se passe. Il n'a pas été difficile de connaître l'identité du tueur qui avait ses papiers sur lui. Mohamed Boulel, 31 ans, de nationalité tunisienne, vivant à Nice, apparaît pour l'instant comme un solitaire, un délinquant en pleine dérive, inconnu des services de renseignement. L'enquête ne fait que commencer. Diane Schlinger, Laurence Nahon, Colette Zagaroli. Il y a quelques instants, le camion criblé de balles a été évacué de la promenade des Anglais. Toute la journée, la police scientifique avait recherché le moindre indice. C'est ici, à près de 2 km, que la course meurtrière s'est arrêtée. Ici que l'auteur du carnage a été abattu. Mohamed Lawesh Boulel, un Tunisien de 31 ans, domicilié à Nice. Il était seul au volant de ce camion. Mohamed Lawesh Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violences, vol et dégradation commis entre 2010 et 2016. Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement, et ce, tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. La police a perquisitionné un appartement à Nice ce matin. Main des derniers attentats, une certaine opacité semble gagner les rangs. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi penser. On est abattu, franchement. On est abattu. Il n'y a plus de logique. C'est même plus qui est l'ennemi, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est plus. L'attentat n'a d'ailleurs toujours pas été revendiqué. Au nom de qui, au nom de quoi? On ne le sait toujours pas et on ne le saura peut-être même jamais. J'ai quitté l'Algérie à cause des chiens comme ceux-là, du terrorisme, et je suis venu, et ben la France, elle m'a tout donné. Et maintenant, voilà, il commence à faire des problèmes aussi à la France. Et c'est grave, ça.
Ça touche vraiment, hein, ça écœure même. Hein. Quand on voit ça, c'est vrai. Hein. Les gens, ils meurent pour rien. C'est incroyable, ça. Des enfants, des jeunes, des vieux, des tout. Il y a encore 15 jours, le secrétaire de la Grande Mosquée de Clermont répondait à une enquête ministérielle. Un rapport de 400 pages, rendu à Manuel Valls, sur la genèse de la radicalisation. Selon Karine Germani, pour la juguler, il s'agira de démontrer la contrefaçon de l'offre théologique proposée par Daesh à ses bras armés. Aujourd'hui, on a l'impression que les portes de l'enfer se sont ouvertes et que vous avez des gens qui se lèvent un matin qui disent « je vais faire un truc ». Et je le fais. Voilà. Il répond à sa propre folie, en totale autonomie. Et qu'est-ce que vous pouvez contre ça? Vous pouvez rien. Par mesure de sécurité et pour respecter le deuil national, plusieurs manifestations ont déjà été annulées, comme la Gay Pride de Montpellier. L'association Fierté Montpellier Pride a décidé de suivre les préconisations de la préfecture. La 22e édition de la Marche des Diversités n'aura donc pas lieu. Environ 20 000 personnes étaient attendues demain. Un coup dur pour l'association organisatrice qui se retrouve en difficulté financière. Un appel aux dons est lancé pour reporter l'événement. Restez avec nous dans un instant, la météo et votre édition des locales. Les doigts de pied en éventail devant la météo de France 3 avec Aquiléine. Madame, Monsieur, bonsoir. Notre pays va bénéficier de conditions pleinement estivales pour les prochains jours, même si le cœur n'y sera pas tout à fait de la même façon. Voici l'animation satellite avec les averses qui se sont définitivement évacuées, laissant place à un temps beaucoup plus sec et beaucoup plus ensoleillé. Nous sommes en effet bien protégés par les hautes pressions qui vont progressivement ramener de l'air de plus en plus doux, puis de plus en plus chaud, notamment en début de semaine prochaine. Alors ce soir, eh bien, le temps sera sec sur l'ensemble de l'Hexagone avec un peu plus de nuages sur le nord-est du pays et toujours du Mistral assez sensible dans le couloir rhodanien jusqu'à 80 km/h dans les Bouches-du-Rhône. Quelques nuages entre le Cotentin et le nord du pays. Demain matin, situation à peu près identique avec toujours le Mistral qui baisse d'un cran, du soleil sur les 2/3 sud du pays et aussi sur le nord, même si quelques petits nuages viendront contrarier par moment le soleil. Ça va s'arranger d'ailleurs dans l'après-midi avec des nuages qui seront de plus en plus discrets. Ils épargneront d'ailleurs les côtes de la Manche et toujours un soleil généreux sur le pays avec un Mistral qui soufflera à 80 km/h. Les températures demain matin, eh bien, elles seront encore concernées par cette masse d'air assez fraîche, mais au fil des jours, ça va, je vous l'ai dit, remonter franchement, à tel point qu'il fera carrément chaud dans le sud de la France en début de semaine prochaine. On n'en est pas là. Demain, les minimales sont toujours bien fraîches pour la saison, notamment sur le Massif central et dans le nord-est. Et l'après-midi, elles vont remonter de manière sensible. On retrouvera les 30 degrés autour du golfe du Lion, 26 à Paris et 23 à Brest comme à Lille. Alors pour la suite, eh bien, dimanche sera une journée pleinement estivale avec 28 degrés de moyenne dans le nord, 31 dans le sud, du soleil partout, toujours quelques nuages décoratifs sur le nord, mais qui épargneront ces nuages les côtes de la Manche. Et puis même chose pour lundi, mardi et mercredi. Mercredi où une dégradation devrait commencer à se faire sentir avec des orages qui auront tendance ensuite à traverser la France jeudi et vendredi, accompagnés d'une baisse de température. Mais lundi et mardi seront des jours très chauds, surtout dans le sud. Je vous souhaite une belle soirée sur France 3. Les doigts de pied en éventail, c'était la météo de France 3 avec Aquiléine.
Au sommaire de cette édition, une leçon de surf à Pourville-sur-Mer. Cette commune de Seine-Maritime accueille une école qui initie les novices aux joies de la glisse. Les stations balnéaires font le plein en cette période estivale. Les plages sont sous haute surveillance pour assurer la sécurité des vacanciers. Mais pour commencer, gros plan sur une nouvelle formation proposée aux policiers. Depuis les attentats de novembre dernier et alors que le terrorisme vient encore de frapper à Nice, les forces de l'ordre doivent apprendre à réagir face à de telles attaques. Comment faire face à une tuerie de masse? C'est tout le sens de l'exercice qui s'est joué sur le terrain de l'ancienne école de gendarmerie. Pour ces policiers aguerris, il s'agit de se rapprocher d'une zone où des tirs ont retenti. On progresse à tâtons, ils prennent en compte tout l'environnement, les points hauts, la protection arrière, car ça peut surgir de n'importe où. On a fait le choix qu'il y ait une grosse détonation, qui là a été l'élément déclencheur pour que les collègues passent en mode flash et que là ils fondent sur la salle qu'ils avaient localisée. Dans le scénario, Les cours sont rapidement débordés. Vous avez 70 personnes qui sont par terre, c'est compliqué. Il y a tant à faire. Ici, c'est une femme qu'il faut hospitaliser d'urgence. Sa famille a pu échapper à la course folle du camion, in extremis. Il a transpercé toute la foule. Ma fille, elle a 6 ans, je l'ai poussée, elle a la tombe qui est arrachée, et elle a percuté ma belle-sœur, et après elle a continué son chemin, et après j'ai continué des coups de feu un petit peu plus loin. Donc voilà. Quand même. Il a continué sur le trottoir? Tout le trottoir, ouais, toute la promenade. Vous aviez le sentiment qu'il maîtrisait sa... Ah non, mais il zigzaguait, donc il a voulu percuter, il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. Lorsque le poids lourd surgit sur la promenade des Anglais, le feu d'artifice vient de se terminer. Les badauds sont nombreux, le chauffeur fauche tout sur son passage et ne s'arrête pas là. J'ai vu le chauffeur sortir son pistolet. À ce moment encore, on a pensé qu'il était attaqué par un terroriste et qu'il tentait de se défendre. Jusqu'à ce que je vois la police encercler le véhicule. Il a commencé à tirer. Là, je me suis dit qu'il y avait un problème. Les policiers ont crié « Dégagez, dégagez !» parce qu'ils pensaient qu'on pouvait avoir une bombe dans le camion ou une ceinture d'explosifs et qu'ils pouvaient atteindre tous les gens autour. Sur le pare-brise du camion, les impacts de balles situés côté passager sont probablement ceux du tueur. D'une main, il conduit, de l'autre, il tire. L'homme sera abattu par la police. Les promeneurs, eux, se ruent vers les immeubles et les commerces les plus proches. J'ai fait de mon mieux de sauver pas mal de personnes qui sont réfugiées chez moi. En bas et en haut, j'ai une salle aussi. Et ça a été la panique, quoi. Le périmètre sera finalement bouclé. Les personnes les plus choquées prises en charge par une cellule d'aide psychologique au centre universitaire méditerranéen. Ils étaient venus faire la fête. Ils viennent de passer une nuit en enfer. En ce qui concerne l'enquête, elle se concentre autour de l'auteur de l'attentat, Mohamed Laoueche Boulel. Cet homme de 31 ans, de nationalité tunisienne, était connu des services de police pour des faits de violence, mais n'avait jamais fait l'objet d'un signalement pour radicalisation. Pour autant, et malgré l'absence de revendication, la piste terroriste n'est pas écartée, comme l'a indiqué le procureur de Paris au cours d'une conférence de presse. Si l'attentat d'hier n'a pas à cette heure fait l'objet de revendications, je rappelle cependant que ce type d'action s'inscrit et correspond très exactement aux appels permanents au meurtre de ces organisations terroristes telles qu'elles le prescrivent régulièrement dans les nombreuses revues et vidéos qu'elles diffusent. Les enquêteurs tentent donc de déterminer si le conducteur du camion avait des liens avec des islamistes extrémistes. Des perquisitions ont été menées à son domicile. L'homme était marié et père de 3 enfants. Son épouse a été placée en garde à vue. François Hollande et Manuel Valls sont arrivés à Nice à la mi-journée. Le président s'est rendu au chevet de plusieurs victimes de l'attentat à l'hôpital Pasteur. Il a également salué le personnel médical et les membres du SAMU qui se sont fortement mobilisés durant la nuit dernière pour prendre en charge les blessés. Le chef de l'État a achevé sa visite à Nice par une rencontre avec une centaine de membres des services de sécurité à la résidence du préfet des Alpes-Maritimes. Auparavant, ce matin, un conseil de défense et de sécurité s'est tenu en urgence à l'Élysée. François Hollande a décrété un deuil national de 3 jours. Le président de la République a décidé un deuil national déclaré pour les 16, 17 et 18 juillet en hommage aux victimes.
Les drapeaux seront mis en berne sur nos édifices publics dès aujourd'hui. Autre décision annoncée lors de ce conseil, la prolongation de l'état d'urgence pour une durée de 3 mois. Le président a également décidé de faire appel aux réservistes pour soulager les effectifs de policiers et de gendarmes très sollicités depuis les attentats de novembre. Partout en France, les drapeaux des édifices publics ont été mis en berne aujourd'hui en signe de deuil et le resteront pendant 3 jours. Partout en France, à Amiens, à Dijon ou encore à Reims, les habitants se sont réveillés abasourdis et choqués par cette attaque. C'est révoltant, c'est catastrophique, c'est tout ce qu'on veut. Il y avait des gens en vacances, il y avait des gens qui allaient voir un feu d'artifice, qui allaient s'amuser, donc je pense que c'est très très difficile. On attend quand même des réactions des politiques maintenant. La population refuse aussi de céder à la terreur. Ambiance ce matin à Besançon. Des drapeaux tricolores en berne, crêpés de noir. À Besançon, les bâtiments officiels portent ce matin la couleur du deuil. Sur le marché, il y a autant de badauds que d'ordinaire, même si l'ombre de l'attentat de Nice est dans toutes les têtes. On est toujours très attristés pour les personnes qui ont subi des attentats. Et puis on se dit toujours aussi qu'on a envie de rester chez soi parce qu'on deviendrait casanier à pas sortir de chez nous. Vous êtes dans la rue, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, ça se ressent. Bon, enfin, il faut bien bouger quand même. On se demande est-ce qu'on doit prendre le train avec ses enfants, est-ce qu'on peut prendre l'avion? Oui, on se pose ce genre de questions, mais je crois, comme je l'ai souvent entendu dire par des gens, il faut continuer à vivre et justement leur montrer que non, la technique de la frayeur ça marche pas et qu'on continue à vivre. Refuser la peur, tenter de ne rien changer à ses habitudes, les Byzantins ne veulent surtout pas tomber dans la psychose. C'est la stupéfaction, en même temps, je sais pas, on va pas dire une certaine habitude, ce serait difficile d'imaginer qu'on s'habitue à ça, mais bon, quoi faire ? Je sais pas, j'ai pas la solution. Ce sont des gens qui sont perdus dans la vie et ça n'a rien à voir avec l'état de la France aujourd'hui, qui est quand même un pays où on peut encore construire des choses ensemble. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac et il ne faut pas se tromper. Je crois qu'on est face à un individu déséquilibré, perdu dans la vie et que c'est plus de l'ordre de la détresse individuelle que d'un mouvement politique d'ensemble. À Besançon, comme dans l'ensemble du pays, les drapeaux vont rester en berne pendant 3 jours, le temps du deuil national décrété par le président de la République. Au lendemain de cette nuit d'horreur, c'est l'indignation dans la communauté musulmane et en ce jour de prière, ce nouvel acte odieux a jeté dans le désarroi le secrétaire général et les fidèles de la grande mosquée de Clermont-Ferrand. Jusque-là, en pareille circonstance, la communauté musulmane en appelait au discernement des citoyens. Ne pas faire d'amalgame entre terrorisme et islam. Rappeler les sourates du Coran, tu ne tueras point ton prochain. Aujourd'hui, après tout ce qui a pu être dit au lendemain. Parfois une bonne nouvelle, cette femme apprend que son frère est sain et sauf. En fait, ça a touché les 2 pieds, donc il est gonflé et voilà. Donc là, ça va aller mieux maintenant. Pas de fracture, rien. Mais il est passé sous le camion quand même. Plusieurs cellules psychologiques ont été ouvertes à Nice, à disposition des témoins du massacre. Je suis choqué, parce que tous les cadavres là qui sont là, je les ai tous dit un mot, et j'ai tous couvert de draps blanches. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir jusqu'à maintenant. À cette heure, 52 victimes sont toujours en état d'urgence absolue. Nous nous quittons sur ces images. L'attentat de Nice a provoqué une très forte émotion de par le monde. Nous sommes solidaires de la France. Notre plus vieille alliée, a déclaré Barack Obama, qui s'est entretenu tout à l'heure au téléphone avec François Hollande. Nous vaincrons malgré les difficultés, a réagi la chancelière allemande Angela Merkel. L'ONU condamne une attaque barbare et lâche. On se retrouve dans le 19-1 pour une page spéciale avec de nouveaux témoignages. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Bonsoir, l'édition spéciale se poursuit dans votre édition des régions.
Et on commence par le dernier bilan de l'attentat perpétré hier soir à Nice. Il est extrêmement lourd. On dénombre 84 morts, dont 10 enfants et adolescents. Il y a aussi plus de 200 blessés, dont 52 en état d'urgence absolue. Tous sont pris en charge dans des hôpitaux de la ville où ce matin, de nombreuses familles se sont rendues pour tenter de retrouver leurs proches. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Ce matin, malgré des dizaines d'appels téléphoniques, ils sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Vous êtes en train de rechercher quelqu'un, c'est ça, monsieur? Oui. Vous recherchez qui? Ma fille. Vous êtes sans nouvelles, monsieur? Pas de nouvelles. Les nouvelles de mon gendre et des deux petits. Et la fille, on ne sait pas. Elle était au feu d'artifice, c'est sûr? Ouais, mon gendre, pas, ils ont vu arriver le camion. Excusez-moi. Des familles plongées dans l'angoisse qui espèrent trouver une réponse dans les hôpitaux, comme cet Italien qui arrive de Venise ce matin, toujours sans nouvelles de sa femme et de sa fille. Je crois qu'ils sont blessés ici, je ne suis pas sûr. Votre femme et votre fille étaient hier au feu d'artifice? Oui, à côté de la promenade des Anglais, en train d'arriver à la maison. En 30 secondes, j'arrive à la maison. Et je ne sais rien de tout. Face au théâtre du drame, une cellule psychologique continue à prendre en charge les victimes et les proches dans l'attente. Les sujets ont besoin effectivement de retrouver les gens pour pouvoir élaborer un processus de deuil et de réparation psychique. Il y en a qui vont être complètement sidérés, prostrés, d'autres qui vont être au contraire extrêmement actifs, qui vont remuer ciel et terre pour savoir, pour comprendre, voilà. De nombreux appels à témoins ont été lancés sur les réseaux sociaux dans l'espoir de retrouver un proche. Le centre hospitalier de Nice a créé un numéro pour aider les familles dans leurs recherches, le 04 93 72 22 22. Par solidarité, de nombreuses personnes se sont spontanément présentées dans les centres de collecte de sang. Pour l'instant, les besoins sont comblés pour soigner les blessés, mais l'établissement français du sang demande aux donneurs de rester mobilisés dans les semaines à venir. Même à l'établissement français du sang, les lendemains d'attentats commencent à revêtir le triste costume de l'habitude. Depuis 8h30, on a eu beaucoup d'appels par rapport aux attentats. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu au cours des précédents attentats? Oui, en novembre dernier, exactement. Donc ça s'est passé le vendredi 13 novembre. Donc le samedi 14 au matin, on a eu énormément d'appels et un afflux de donneurs par rapport à ce qui s'était passé. John n'a pas pris le temps d'appeler. Il est venu directement. C'est un événement, c'est un fête avec une nouvelle donnée en province, fête nationale, la famille, le sud, les vacances. Donc oui, c'est une vraie réaction à laquelle je veux réagir et montrer qu'on reste solidaire. Même réflexe pour Maxime. Les infos du matin n'ont été qu'une motivation supplémentaire pour un acte auquel il se livre depuis ses 18 ans. Bon, je suis donneur régulier, donc dès que je peux effectivement donner du sang et donner de ma personne, je le fais, et encore plus pour des moments comme ça. Mais le sang est un produit périssable et un afflux de donneurs aujourd'hui en Normandie n'a pas de réelle utilité. Nous sommes organisés pour assurer de toute façon sur toute l'année un stock suffisant pour parer malheureusement à ces tragédies. Et l'importance effectivement c'est d'avoir maintenant une mobilisation dans le temps. Les mois d'août sont toujours une période de moindres dons et de carences. C'est là qu'une mobilisation exceptionnelle prendra du sens. Les témoins et les survivants parlent de scènes de guerre. Hier soir, la promenade des Anglais, censée être un lieu de fête pour ce 14 juillet, a sombré dans l'horreur. Le camion a foncé sur la foule massée sur la célèbre avenue pour le feu d'artifice. Retour sur cette attaque meurtrière. Des dizaines de morts à quelques mètres d'intervalle sur 2 kilomètres d'une promenade des Anglais transformée en cimetière. C'est pas possible, comment ils ont pu faire ça? Comment c'est possible? Les gens ils sont sortis, il y a des cadavres de partout jusqu'à là-bas. C'est horrible. Corps d'adultes ou d'enfants, recouverts à la hâte, souvent par les nappes des restaurants de plage. Parmi les promeneurs, des secouristes bénévoles, bien impuissants face au drame. On a essayé de sauver, on a essayé de prodiguer les premiers soins. C'était très problématique parce que c'était un carnage. Les gens par terre, les gens, voilà, vraiment des traumas.
l'accident de la route, on va dire, parce que de toute façon, c'est un camion, il a roulé sur tout le monde. Hein, donc de toute façon, les enfants, c'était assez insoutenable. Et on la charge, vite fait, tout le monde fait un peu de place. Allez vous reculer un peu tous les soldats. On en évacue 2 avec ton vecteur. Pour les pompiers, la priorité, c'est de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Mais Depuis la perquisition n'est pas terminée. Il s'agirait du domicile du suspect. Les voisins de ce père de famille le décrivent comme un homme déséquilibré. Regardez bizarrement, il ne s'ouvre même pas la porte, c'est-à-dire quand on arrive de derrière, il nous claque la porte. Franchement, pas normal. C'est pas du tout religieux. C'est un fou, c'était un instable, on le voyait dans le quartier. On voyait tous les proches vous diront qu'il était instable. Dans un autre immeuble, son ex-femme a été interpellée dans un climat très tendu. Elle l'avait quitté il y a peu de temps. Une de ses amies témoigne anonymement de violences conjugales. Parce que c'est quelqu'un qui buvait, qui prenait des drogues. C'est un jeune homme qu'on décrit comme méchant. C'est même pas une personne humaine pour faire des choses comme ça. Sa femme, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des misères, je suis désolée, il a frappé. Mohamed Laoueche Boulel était chauffeur-livreur. Il avait loué ce camion lundi dernier à une dizaine de kilomètres de Nice, à Saint-Laurent-du-Var. Dans cette agence, la responsable est abasourdie. Là, on est tous super choqués. On a tous fait le tour de toutes nos équipes pour savoir si personne n'était blessé, si personne dans nos clients n'était blessé. Et quand il y a 84 morts avec un de vos véhicules, vous êtes super pas bien. À l'intérieur du véhicule, les enquêteurs ont retrouvé un pistolet en état de marche, mais aussi une grenade inopérante et des fusils d'assaut factices. L'enquête devra déterminer s'il a agi seul. Sophie Neumeyer, bonsoir. Vous êtes du service police-justice de France 3. Tout à l'heure, en fin d'après-midi, le procureur de Paris a parlé clairement d'un attentat terroriste, mais à cette heure, il n'est toujours pas revendiqué. En effet, toujours pas de revendication, mais le procureur du parquet antiterroriste a insisté sur le fait que cette attaque correspond très exactement au type d'action auquel appellent les organisations islamiques dans les vidéos et communiqués qu'elles diffusent. Et c'est bien ce à quoi va devoir s'attacher l'enquête, déterminer les éventuels liens avec une organisation islamique. Les enquêteurs ont d'ailleurs amassé, notamment lors des 2 perquisitions, énormément de matériel téléphonique, informatique, des documents qu'il va leur falloir exploiter. L'ex-femme du conducteur du camion, en ce moment toujours en garde à vue, devrait éclairer les policiers sur son profil et sa personnalité. Les investigations vont également porter sur les conditions dans lesquelles il s'est procuré son arme et le camion. Alors a-t-il bénéficié de complicité sur ces points? Rien pour l'heure ne le démontre, puisque Mohamed Laoueche Boulel semble avoir rejoint seul son camion à vélo juste avant l'attaque. Oui, avait-il des complices? Ça, c'est l'une des grandes questions. On n'a pas encore ce soir la réponse. En tout cas, une certitude, cet homme n'était pas radicalisé. Oui, effectivement, il n'était pas connu. Vous l'avez entendu dans la bouche du procureur des services spécialisés. Il n'avait aucune trace le concernant de la moindre radicalisation. Il n'était pas connu non plus pour des velléités de départ en Syrie. On le décrit plutôt comme un homme violent, puisqu'il a été condamné pour une altercation en marge d'un accident de la route. C'est bien donc au mode opératoire que le procureur se rattache pour parler d'une attaque terroriste. Mais bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, les investigations ne font que commencer. Merci beaucoup, Sophie. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président de la République à compter de demain, samedi. Par ailleurs, l'état d'urgence qui devait s'achever le 26 juillet a été prolongé de 3 mois. Après Paris, Bruxelles et Nice, la menace terroriste reste réelle. Le chef de l'État l'a répété cet après-midi. Écoutez François Hollande. Nous sommes devant un combat qui va être long, parce que nous avons un ennemi qui va continuer à frapper tous les peuples, tous les pays qui ont les libertés comme valeur essentielle. Mais nous n'en avons pas terminé. Et donc, nous continuerons à mettre notre vigilance et notre protection au service des Français. Dans les minutes qui viennent, une messe va être célébrée en la cathédrale Sainte-Réparate, située dans la vieille ville de Nice. Bonsoir Noémie Dahan. Beaucoup de Niçois, de touristes, de vacanciers vont assister à cette messe.
Beaucoup de Niçois présents ici lors de cette messe, un temps de prière d'1 heure célébré par l'évêque de Nice, Monseigneur Marceau, et l'archevêque de Monaco. Un temps de prière où 800 personnes sont venues, des fidèles mais aussi des anonymes, pour rendre hommage à ces personnes tuées hier soir. On a également vu des personnalités politiques présentes. Pour les Républicains, Nicolas Sarkozy, accompagné de Christian Estrosi, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tous deux n'ont pas souhaité s'exprimer. Des personnalités de gauche également. Et puis Marion Maréchal-Le Pen pour le Front National. Ce temps de prière va être célébré ici pendant 1 heure par l'archevêque de Nice. Je vous le disais, 800 personnes sont déjà venues se rassembler pour rendre hommage aux victimes. Ces 84 victimes tuées hier soir par la folie meurtrière d'un homme. Merci Naomi. Si vous êtes à la recherche d'un proche, je vous rappelle ces 2 numéros de téléphone activés dès la nuit dernière, celui du Quai d'Orsay, le 01 43 17 56 46, et puis à Nice, numéro d'urgence à destination des familles, le 04 93 72 22 22. Ce soir, beaucoup n'ont toujours pas de nouvelles de leurs proches. Je rappelle que le travail d'identification des victimes se poursuit à l'hôpital Pasteur de Nice où les corps reposent. Stéphanie Desjard, Marie-Pierre Courtellemont. Ils sont hagards, harassés par l'angoisse. Parfois des heures d'attente, muettes et insoutenables pour certains proches de victimes. Dès ce matin, les blessés légers ont commencé à sortir de cet hôpital. Une simple entorse pour ce jeune homme qui repart marqué par sa nuit d'horreur en ville et aux urgences. Il y avait des gens qui pleuraient, des gens en sang, il y a des gens qui pleuraient, des gens en sang de partout. Ça fait de la peine. Parfois, des personnels soignants s'accordent une pause. Plus de 200 blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux niçois. Il y a eu les blessures par balle, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont été hospitalisées en gastro, en orthopédie aussi, etc. Il y a eu quand même des membres arrachés. Hier, beaucoup de touristes assistaient au feu d'artifice. Cette jeune Américaine et son grand-père hospitalisés ont échappé de justesse à la mort. C'est sa jambe. Mon grand-père a perdu sa jambe.